Le terme « ruse de guerre » désigne le fait d'induire l'adversaire en erreur en le trompant délibérément. Ce stratagème existe depuis la nuit des temps et a été utilisé à toutes les époques. Mais jamais la tromperie, la duplicité et le mensonge ont atteint un tel niveau durant le plus grand conflit de tous les temps, la Seconde Guerre mondiale. L'opération Overlord, le débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944, est l'un des épisodes les plus célèbres de ce conflit. Mais une opération longtemps gardée secrète a permis de couvrir ce débarquement et d'empêcher l'armée allemande de s'y opposer efficacement. Une opération diabolique, baptisée Fortitude. En 1943, alors que la majorité de l'Europe occidentale est occupée par l'armée allemande, les forces alliées, regroupées en Grande-Bretagne, sous le commandement du général Eisenhower, se préparent à un débarquement en force sur les côtes françaises. Depuis le raid désastreux sur Dieppe en 1942, les forces anglo-américaines ont compris qu'il était impossible d'attaquer un port de front. Il faut donc débarquer les troupes sur les plages, s'enfoncer dans les terres, puis prendre à revers les ports en eau profonde où le matériel sera débarqué. Cette stratégie est suivie lors des débarquements en Afrique du Nord, en Sicile et en Italie. Pour le débarquement en Europe occidentale, après de longues études, il apparaît que seul le littoral normand, entre Le Havre et Cherbourg, est favorable à cette gigantesque opération amphibie. En effet, 5 plages, proches les unes des autres, peuvent accueillir les troupes et le matériel. Ce n'est pas le cas du Nord-Pas-de-Calais, pourtant plus proche de la Grande-Bretagne, qui semblait a priori la zone la plus probable. La Normandie n'est pourtant pas l'endroit idéal. Derrière les côtes, c'est le bocage normand, avec ses haies très hautes, qui favorisent le défenseur, alors que le Pas-de-Calais et la Picardie offrent de vastes espaces plats, idéaux pour les chars. Mais Eisenhower et ses adjoints n'ont pas le choix. Ils travaillent donc d'arrache-pied au débarquement en Normandie, qui doit avoir lieu au printemps 1944. Pour les Allemands, il est évident depuis l'été 1943 que les Alliés lanceront l'invasion de l'Europe occidentale par une grande opération amphibie. Hitler lui-même déclare la souhaiter. Les divisions allemandes devront repousser l'invasion et détruire les forces alliées. Une fois celle-ci hors jeu, il pourra retourner toutes ses forces contre les soviétiques à l'est. Reste à savoir où aura lieu l'opération. Sans le savoir, Eisenhower, en choisissant la Normandie comme théâtre d'opération, parvient à duper les Allemands. Ceux-ci ont beau étudier de près les débarquements alliés en Afrique du Nord et en Italie, ils n'ont pas vu que le Pas-de-Calais ne ferait pas assez de plage. Et pour ces stratèges chevronnés, qui ont remporté de multiples victoires depuis 5 ans, ce qui compte, c'est le formidable terrain plat de Picardie. C'est un charodrome idéal où peuvent se déployer à leur aise les divisions blindées. Ils sont donc convaincus que le débarquement aura lieu entre Boulogne-sur-Mer et la baie de la Somme. Mais il y a un désaccord fondamental sur la tactique, désaccord illustré par 2 officiers. L'ensemble du front de l'Ouest est commandé par le maréchal von Rundstedt. Il commande toutes les forces allemandes de la Norvège à la frontière espagnole. Celui-ci ne croit pas du tout au mythe du mur de l'Atlantique. Il considère qu'il est impossible de tenir un front aussi étendu. Quelles que soient les fortifications implantées sur les plages, elles seront submergées par les vagues d'assaut alliées. Il plaide donc plutôt pour une tactique visant à regrouper les redoutables divisions Panzer en retrait du front, afin qu'elles réagissent rapidement sitôt le débarquement annoncé. Une série de puissantes contre-attaques repoussera les Alliés à la mer. Mais le maréchal Rommel n'est pas d'accord. Il commande le groupe d'armée B qui couvre le front de la Belgique jusqu'à la Bretagne. Le célèbre renard du désert a pris conscience que les Alliés maîtriseront totalement les airs lors des combats. La Luftwaffe est très affaiblie et ne peut s'opposer aux avions anglo-américains. Ceux-ci pourront aisément clouer au sol les divisions Panzer bien avant qu'elles n'aient atteint les plages. Il plaide donc pour un renforcement des fortifications côtières afin de clouer sur place les vagues d'assaut alliées. Les 2 hommes sont seulement d'accord sur un point, le débarquement aura lieu au nord de l'estuaire de la Somme. C'est la surpuissante 15e armée qui tiendra le front avec plus de 230 000 hommes.
la 7e armée, qui couvre la Normandie et la Bretagne, dispose de 2 fois moins de soldats. Le choix de la Normandie semble donc être le bon pour les Alliés. Mais début 1944, les services de renseignement font une découverte qui glace d'effroi Eisenhower et ses adjoints. Depuis le début de la guerre, les Britanniques ont réussi à percer la machine allemande Enigma, qui code et décode les messages transmis entre Hitler et ses alliés. Dans l'un d'eux, l'ambassadeur du Japon en Allemagne informe son gouvernement que Hitler lui a déclaré qu'il était convaincu que les Alliés débarqueront en Normandie. Une information confirmée par d'autres sources de renseignement qui indiquent que le Führer a fait la même déclaration à ses généraux lors d'une conférence. S'agit-il d'une intuition géniale du dictateur? Est-ce du bluff? Ou bien Hitler essaie-t-il de se couvrir devant ses généraux au cas où l'attaque alliée aurait bien lieu en Normandie? Toujours est-il que cette nouvelle plonge l'état-major allié dans la consternation. Il est beaucoup trop tard pour trouver un autre endroit où débarquer. Quant à l'idée de reporter l'opération, elle est impossible au vu des pressions de Staline qui insiste depuis 2 ans pour l'ouverture d'un front à l'ouest. Churchill lui-même est ébranlé, se souvenant du massacre des soldats britanniques sur la Somme en 1916 et de celui des Canadiens lors du raid de Dieppe en 1942. Il imagine avec horreur les plages normandes inondées du sang des soldats alliés. Eisenhower et Montgomery estiment que le moment le plus délicat du débarquement se situera à J+3. À ce moment-là, les troupes débarquées ne seront pas suffisamment nombreuses pour repousser une attaque de blindés venue du Pas-de-Calais et de la puissante 15e armée. Il donne donc pour mission aux services secrets alliés de monter une opération d'intoxication baptisée Fortitude. Le scénario est simple. Il faut faire croire le plus longtemps possible aux Allemands que le débarquement en Normandie n'est qu'une diversion et que l'attaque principale aura lieu dans le Pas-de-Calais, immobilisant ainsi les renforts. Le MI6, le service de renseignement britannique, a carte blanche. Tous les moyens sont permis, y compris les plus retors. Et dans ce domaine, le MI6 s'y connaît. Sa première tâche est de mettre sur pied une armée fictive, baptisée Premier groupe d'armée US, avec à sa tête le général George Patton. Le choix de cet officier n'est pas dû au hasard. Les Alliés savent que les généraux allemands ont un certain mépris pour les commandants alliés, notamment Montgomery, jugé trop prudent. Le seul pour qui ils manifestent de l'admiration est Patton. Agressif, meneur d'hommes, porté sur l'offensive, il ressemble beaucoup à un Rommel ou à un Guderian. Mais ce que les Allemands ignorent, c'est que Patton a été mis à l'écart depuis plusieurs mois à cause de ses excès verbaux dans la presse. Pour le convaincre de jouer ce rôle de commandant fictif, on lui a promis la direction d'une grande unité lorsque le débarquement aura réussi. Patton accepte de jouer le jeu. On crée pour lui un faux état-major qui diffuse des centaines de milliers de messages concernant l'organisation et la logistique de ce groupe d'armées qui seront bien sûr interceptés par les Allemands. Puis un officier américain suggère de faire appel à des fabricants de pneumatiques pour créer des milliers de chars, jeeps, half-track et autres véhicules gonflables. Ceux-ci sont passés en évidence sur les lieux de rassemblement afin que les avions allemands les repèrent. On pousse même la duperie jusqu'à marquer le sol par des traces de chars. On fait passer de longs tubes d'aluminium pour de l'artillerie lourde, de fausses barges de débarquement sont placées sur les rivières et un trafic radio intense est maintenu en permanence. Le MI6 estime que fin 1943, tous les espions allemands sur le sol britannique ont été repérés ou retournés. Tous doivent donner des renseignements partiels, mais qui se recoupent une fois regroupés. Quant à ceux qui ont été repérés, on les laisse libres, en prenant bien soin de les laisser espionner dans les zones du faux groupe d'armée qui doit débarquer dans le Pas-de-Calais. C'est un gigantesque tissu de mensonges qui se développe à l'intention des Allemands. Mais il faut rester prudent. Une information recueillie trop facilement pourrait éveiller les soupçons. Les agents retournés doivent donc faire croire qu'ils ont connu les pires difficultés pour les obtenir. Le fait de ne pouvoir se rendre dans une zone militaire est une information en soi. Certaines parties du sud de l'Angleterre sont totalement fermées à la population, surveillées par des gardes armés, alors qu'il n'y a absolument rien à surveiller. Mais la cerise sur le gâteau,
c'est l'utilisation d'éléments indispensables dans le monde de l'espionnage, les agents doubles. Un agent double est une personne qui travaille pour deux services de renseignement, mais à l'insu de l'un des deux. Son rôle est essentiel. Il permet de démasquer les espions, mais surtout, il peut intoxiquer un service de renseignement en lui fournissant de fausses informations. Le MI6 va se servir de l'un d'eux, Juan Pujol Garcia, alias Garbo, en espagnol. Celui-ci s'est porté volontaire auprès des services secrets allemands avant-guerre pour espionner les Britanniques. À peine débarqué en Angleterre, il prend contact avec le MI6 et leur révèle son rôle. Il va pouvoir ainsi fournir une quantité de fausses informations aux Allemands pour les intoxiquer. Mais surtout, dans le cadre de Fortitude, on va lui demander une chose incroyable le jour même du débarquement. Celui-ci, prévu pour le 5 juin, est reporté de 24 heures en raison du mauvais temps. Les stratèges de Fortitude ignorent si l'intoxication a fonctionné. Les Allemands semblent encore hésiter quant au lieu du débarquement. La manipulation doit être parfaitement minutée afin que le grand mensonge réussisse. Lorsque la flotte alliée se dirige vers la France au milieu de la nuit, Garbo envoie un message aux Allemands. Il leur annonce que le débarquement aura lieu à l'aube, en Normandie, entre Cherbourg et Le Havre, ce qui est la stricte vérité. Mais il a calculé que le temps que le message soit décodé et que celui-ci parvienne au sommet de la chaîne de commandement, l'opération aura déjà commencé. Et c'est exactement ce qu'il se passe. Lorsque les troupes alliées débarquent, la 7e armée n'est pas en état d'alerte. Elle parvient à résister longuement à Omaha Beach, mais les défenses côtières finissent par être submergées en fin de journée. Une tête de pont est établie en Normandie en 2 jours, mais elle est encore trop petite pour accueillir le matériel lourd. C'est l'instant crucial, celui que redoutent Eisenhower et Montgomery. Comment vont réagir les Allemands? Rommel lance immédiatement une série de contre-attaques avec les blindés dont il dispose, mais ils sont trop peu nombreux pour réussir. Von Rundstedt supplie alors Hitler de lui envoyer des renforts venus directement du Pas-de-Calais pour écraser les troupes alliées. C'est à ce moment précis que la ruse de Garbo va produire tous ses effets. Son message informant les Allemands que le débarquement aurait lieu en Normandie quelques heures à l'avance en a fait un espion idéal, leur meilleure source d'information. Hitler, ravi, lui décerne la croix de fer de seconde classe. Toutes les informations venant de cet homme deviennent paroles d'évangile. En leur offrant une vérité, il va pouvoir maintenant leur faire avaler n'importe quel mensonge. Le 8 juin, il les informe que le groupe d'armée du général Patton se dirige vers les côtes. La deuxième invasion, la plus importante, est imminente. Hitler le croit instantanément et refuse catégoriquement la demande de renfort de von Rundstedt. La tête de pont alliée en Normandie est sauvée et le matériel lourd va pouvoir être débarqué sans encombre. La 7e armée allemande en est réduite à se défendre seule. Rapidement, la situation se dégrade pour elle. Cherbourg est conquise et les Alliés ont la maîtrise des airs. Les Américains se dirigent ensuite vers le sud, avançant inexorablement vers Saint-Lô, malgré le bocage normand qui les freine. Garbo continue d'intoxiquer les Allemands en leur indiquant que le deuxième débarquement est retardé en raison de problèmes logistiques. Von Rundstedt et Rommel font alors savoir que si une attaque aura lieu dans le Pas-de-Calais, il importe avant tout de liquider le débarquement de Normandie pour pouvoir y faire face. Hitler acquiesce, mais il refuse catégoriquement de dégarnir la 15e armée. Il demande aux divisions blindées, situées dans le sud de la France, de remonter vers le front de Normandie. Mais celle-ci doit faire face aux attaques de la résistance, qui les freinent considérablement. La division SS Das Reich, basée à Montauban, met plus de 20 jours à rejoindre le front. Lorsqu'elle arrive sur place, il est déjà trop tard. La supériorité des Alliés est écrasante. Mais le prix à payer est très lourd. En représailles aux attaques de la résistance, les SS exécutent 99 otages à Tulle, puis ils massacrent plus de 600 civils à Roidour-sur-Glane. Fin juillet, la situation est désespérée pour la 7e armée. Les Américains percent brutalement les lignes allemandes et parviennent à Avranches. La 3e armée américaine pivote vers l'ouest et commence l'encerclement des Allemands,
tandis que les Britanniques au nord referment la Nasse. Ironie de l'histoire, la 3e armée américaine, récemment créée, est commandée par le général Patton, le chef du faux groupe d'armée censé débarquer dans le Pas-de-Calais. Le 25 août, Paris est libéré, le front allemand se disloque de toutes parts. Pendant toute la durée des combats, la 15e armée est restée l'arme au pied, attendant une attaque qui n'aura jamais lieu. Fortitude a réussi au-delà de toutes les espérances. L'opération Fortitude est restée longtemps secrète. Des archives déclassifiées ont permis à des historiens de l'étudier à partir des années 70. Mais de nombreux documents restent classés top secret. On ignore encore à quel point les services secrets ont utilisé la duperie, le mensonge, la manipulation, y compris celle de leurs propres agents. De nombreuses rumeurs, non vérifiées, ont commencé à circuler. Les services alliés se seraient servis de réseaux de résistance français en leur fournissant de fausses informations ou en leur demandant d'effectuer des sabotages dans le Pas-de-Calais, puis les auraient délibérément trahis en les livrant à la Gestapo. Soumis à d'horribles tortures, ils auraient donné sans le savoir de fausses informations aux Allemands, ce qui aurait favorisé le grand mensonge. Churchill avait dit un jour « Si Hitler avait attaqué l'enfer, j'aurais cherché à construire une alliance avec le diable. » Si l'opération Fortitude a été le chef-d'œuvre dont restent encore tous les services secrets, elle fut également un pacte avec le diable.